Le 16 décembre 1944, forêt des Ardennes, 5h30. Une colonne allemande s'étire sur des kilomètres à travers les bois belges gelés. À sa tête, 117 chars et 4800 hommes, commandés par le lieutenant-colonel Joachim Paper. Voici la Kampfgruppe Peiper, fer de lance du dernier coup de poker d'Adolf Hitler à l'ouest. L'opération Watch on the Rhine, la dernière grande offensive du Troisième Reich. Mais Peiper n'avance pas. Pendant 16 heures, la force blindée la plus puissante de l'assaut allemand est restée immobile dans l'obscurité de décembre, pas à cause de la résistance américaine, ni d'une panne mécanique. La colonne est bloquée derrière des chariots tirés par des chevaux, des milliers d'entre eux. Les batteries d'artillerie du Wehrmachar sont tractées par des animaux de bas qui peinent à couvrir 30 km par jour dans les meilleures conditions. Et ce jour-là n'en est pas un. Les routes sont étroites, la boue est épaisse, les chevaux sont exténués. Pape s'emporte contre ce retard. Chaque heure compte. Sa mission repose sur la rapidité et l'effet de surprise, mais il est impuissant. La force blindée la plus avancée de l'armée allemande doit attendre les chevaux. Quand les chars se mettent enfin en route, leurs jauges de carburant descendent déjà vers zéro. Toute l'opération dépend de la capture de dépôts de carburant alliés. Les planificateurs allemands ont accumulé environ 4,4 millions de gallons pour l'offensive, ce qui suffit pour 5 ou 6 jours de combats intenses. Ensuite, les Panzers devront puiser dans les réserves américaines. Sinon, elles s'arrêteront pour de bon. C'était le plan dès le départ. S'emparer du carburant allié, l'utiliser pour atteindre Antwerp, diviser les armées alliées, imposer une paix négociée. Un pari désespéré, fondé sur l'idée que la logistique américaine serait vulnérable. Ce fut la plus grosse erreur de la guerre. Si proche, si terriblement proche. Les troupes de Peiper traversent un Stavelot, à quelques minutes seulement d'un énorme dépôt contenant près de 3 millions de gallons d'essence. Assez près pour changer l'issue de la bataille, mais Peiper ignore l'existence du dépôt. Le renseignement allemand l'a lâché. Ses cartes n'indiquent rien. Ses éclaireurs ne signalent rien. Et pendant qu'il hésite devant un pont, doutant qu'il supporte ses chars lourds, 600 camions américains évacuent le site. Les soldats chargent jerrycans et bidons toute la nuit. Ce qui ne peut être emporté est incendié. 124 000 gallons de carburant en flammes forment une barrière anti-char, un mur de feu infranchissable pour Peiper. Le 19 décembre, l'avance de Peiper est terminée. Pas anéanti par des obus ou des bazookas américains, mais par les chiffres. Il n'a simplement pas assez de carburant pour franchir le prochain pont à l'ouest de Stumont. Ces chars ne peuvent aller plus loin. À la veille de Noël, il ordonne la destruction de tous les véhicules. Les équipages vident les dernières gouttes, enflamment leurs machines et quittent la poche à pied. Environ 800 hommes percent les lignes américaines dans la nuit. Une septantaine d'entre eux atteindront les positions allemandes après une marche éreintante dans la neige, abandonnant les carcasses d'acier de la dernière offensive blindée allemande. Les panzers destinés à Antwerp gisent oubliés dans les forêts belges, à sec. Moteur froid, guerre finie. Ailleurs dans les Ardennes, le même scénario se répète sur 100 routes gelées. Les équipages abandonnent Panthers et Tigers plus précieux que l'or, car ces prodiges mécaniques
ne roulaient pas à la seule force de volonté. Voitures d'état-major immobilisées, demi-chenilles figées. La plus puissante armée assemblée par l'Allemagne depuis des années agonisait au bord des routes, tuée non par les armes américaines, mais par des réservoirs vides, à peine 3 miles. C'est la distance qu'atteint la seconde division Panzer, avant de tomber en panne sèche au bord de la Meuse, à peine 3 miles de l'objectif stratégique qui aurait pu fendre les Alliés. 3 miles des ponts qui auraient pu inverser le cours de la guerre. Ils s'arrêtent non vaincus au combat, mais parce que leurs moteurs refusent de tourner. Les équipages sabotent ce qu'ils peuvent et battent en retraite un autre cimetière d'acier gelé. Voilà l'histoire d'un camp avec des camions infatigables, et de l'autre avec des chevaux et des réservoirs vides. L'histoire de l'arme la plus décisive de la Seconde Guerre mondiale, celle qui n'a jamais tiré un coup de feu. La logistique, une maxime souvent citée dans les milieux militaires. Les amateurs parlent stratégie, les professionnels parlent logistique. On l'attribue parfois à Napoléon ou au général Omar Bradley, mais aucun des deux ne l'a dite. Elle revient au général Robert H. Barrow des Marines américains, qui l'a prononcée en 1979. Mais la vérité qu'elle porte est bien plus ancienne que n'importe quel général. Dwight D. Eisenhower l'avait comprise mieux que quiconque de sa génération. Avant de diriger l'invasion amphibie la plus gigantesque de l'histoire, Ike avait passé des années à étudier les questions prosaïques qui remportent les guerres. La logistique des approvisionnements, la répartition du carburant, l'entretien des véhicules, les calculs mathématiques de tonnage, de distance et de temps. On lui attribue souvent la remarque que les batailles, les campagnes, voire les guerres, ont été gagnées ou perdues avant tout pour des raisons logistiques, et non tactiques, ni stratégiques, ni grâce à des dernières résistances héroïques ou des manœuvres d'encerclement géniales. C'est le camp qui maintient ses chars ravitaillés en carburant et ses troupes nourries qui l'emportent. Et durant la Seconde Guerre mondiale, aucune nation n'avait mieux saisi cette réalité que les États-Unis d'Amérique. Pour mesurer l'ampleur des événements survenus entre 1940 et 1945, il faut d'abord appréhender les écarts existants avant même le premier coup de feu. Les Alliés disposaient d'un accès à environ 1,43 milliard de tonnes métriques de pétrole brut. Les puissances de l'Axe en avaient grosso modo 66 millions. Cela représentait un rapport de près de 16 pour 1. L'Allemagne produisait moins de 5% du pétrole mondial. Ce n'était pas un secret. Ce n'était pas un élément ignoré dans les planifications allemandes. Avant le début de la guerre, les stratèges militaires allemands savaient que le pétrole constituerait une vulnérabilité cruciale. En mai 1941, quelques semaines avant le lancement de l'opération Barbarossa, l'état-major allemand réalisa une étude approfondie des besoins en carburant pour les campagnes à venir. Les conclusions étaient inquiétantes. L'armée allemande requérait environ 7,25 millions de barils de carburant par mois, rien que pour soutenir les opérations de combat sur tous les fronts. La production allemande, y compris toutes les usines de carburant synthétique fonctionnant à plein régime, ne couvrait que 5,35 millions de barils.
Il y avait un déficit structurel d'environ 2 millions de barils mensuels, soit un manque de 26% impossible à combler par les moyens de l'économie allemande. Le Reich se lançait dans une guerre mondiale avec un budget énergétique insuffisant pour la mener. Dès le premier jour, l'Allemagne menait un conflit qu'elle ne pouvait remporter. La seule inconnue résidait dans le délai que mettrait la logique mathématique à achever ce que les combats n'y parvenaient pas. La légende de la machine de guerre allemande dépeint des colonnes interminables de panzers déferlant sur l'Europe. Blitzkrieg, guerre éclair, acier et feu, furie mécanisée balayant toute résistance. Les actualités montraient bien des chars Tiger, des semi-chenillés blindés et de l'infanterie motorisée filant à travers les territoires conquis. L'historien Karl-Heinz Frieser a disséqué cette légende en profondeur. Sa conclusion frappait fort. L'image de l'armée allemande de Blitzkrieg, écrivait-il, n'est qu'un produit de l'imagination propagandiste. La réalité, c'était les chevaux. Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, la Wehrmacht utilisa environ 2,75 millions de chevaux et de mulets. À tout moment, quelque 1,1 million de ces animaux étaient en service actif, tractant des chariots, remorquant de l'artillerie et transportant des munitions. Aussi tard qu'en février 1945, alors que le Reich s'effondrait sur tous les fronts et que les armées alliées resserraient les Todès, en ouest, 1 198 724 chevaux figuraient encore sur les effectifs militaires allemands. Ce n'était pas un complément au transport motorisé. Ce n'était ni un système de secours, ni une capacité de réserve. C'était le mode de transport principal pour la majorité de l'armée allemande pendant toute la guerre. Environ 75% de tout le transport militaire allemand était attelé à chevaux. En 1943, l'année souvent vue comme l'apogée des capacités militaires allemandes, seules 52 des 322 divisions de combat de la Wehrmacht étaient interclassées de motorisées ou mécanisées, soit juste 16%. Les 84% restants avançaient au rythme d'un cheval au pas. Leurs approvisionnements arrivaient en charrette, leur artillerie en charrette, leurs munitions en charrette. Une division d'infanterie allemande typique en 1944 alignait 4600 chevaux, 1400 véhicules attelés et seulement 600 véhicules motorisés. Les soldats pouvaient porter des fusils et mitrailleuses modernes. Leurs chars étaient des prodiges d'ingénierie, mais toute l'infrastructure logistique qui les soutenait progressait comme la grande armée de Napoléon en 1812 sur 4 pattes, au pas de marche, tributaire du grain, de l'eau et du repos. Et les chevaux ont des limites qu'aucune prouesse d'ingénierie allemande ou de volonté militaire ne pouvait surmonter. Un cheval de trait en bonne santé parcourt au mieux 30 km par jour dans des conditions idéales. Il exige environ 12 livres de grains quotidiennement, plus du foin et de l'eau. Il doit se reposer la nuit. Il ne fonctionne pas par grand froid sans abri. Il ne se répare pas en cas de panne. Un cheval à jambes cassées n'attend pas de pièces de rechange. C'est un poids mort à éliminer. Sur le front de l'Est, où les conditions étaient les plus rudes et les distances les plus vastes, les chevaux militaires allemands mouraient par milliers chaque jour. Les pertes étaient nettes colossales.
et incessante. Rien qu'en décembre 1940 et janvier 1942, 179 000 chevaux succombèrent au terrible hiver russe. À Stalingrad, des dizaines de milliers périrent aux côtés des hommes qui dépendaient d'eux. Lors du lancement de l'opération Barbarossa, le 22 juin 1941, l'armée allemande franchit la frontière soviétique avec 3,8 millions d'hommes. Elle emmenait entre 625 000 et 700 000 chevaux. L'opération devait se conclure en quelques semaines. Moscou tomberait avant l'hiver. L'Union soviétique s'effondrerait. La guerre à l'Est serait bouclée pour Noël. Les estimations de carburant, comme l'histoire le démontra, sous-évaluaient les besoins par un facteur de 2 à 3. Les stratèges allemands tablaient sur un conflit rapide. Ils imaginaient la résistance soviétique s'effondrant comme un château de cartes. Ils comptaient sur les territoires conquis pour fournir les munitions et le ravitaillement nécessaires. Aucune de ces prévisions ne tint la route. Les Soviétiques avaient mis en place une défense que nul tacticien allemand n'avait prévue. Pas une défense militaire classique avec bunkers et divisions, mais une protection des infrastructures tout aussi meurtrière. Les voies de ferrée soviétiques utilisaient un écartement de rail 89 mm plus large que l'écartement européen standard. Ce n'était pas un hasard. C'était un choix délibéré, datant de décennies, qui empêchait les trains allemands de rouler sur ces lignes. Chaque section de voie capturée devait être entièrement refaite pour acheminer les convois vers l'Est. Il fallait déplacer les rails, changer les traverses, reconstruire les aiguillages. En attendant, tout passait par camions et chevaux, sur des distances qui s'allongeaient à chaque avancée allemande. Plus la Wehrmacht progressait vers l'Est, plus ces lignes d'approvisionnement s'étiraient. Plus elles s'étiraient, plus elles engloutissaient de carburant et de fourrage, rien que pour avancer les réserves. Plus elles consommaient en route, moins il en restait au front. Dès début août, à peine 6 semaines après le lancement, le groupe d'armée centre avait perdu 25% de ses camions, victimes de pannes et d'attaques ennemies. Le groupe d'armée nord en avait perdu 39%. Les véhicules survivants roulaient sans répit, sans entretien, leurs pièces s'usant plus vite qu'on ne pouvait les changer. Le second groupe de panzer du général Heinz Guderian avait démarré avec près de 1000 chars. Fin juillet, 5 semaines seulement après l'offensive, moins de 300 étaient encore en état, soit plus de 70% d'attrition. Pas tant à cause des célèbres T-34 soviétiques ou des redoutables KS-1 lourds, mais surtout par défaillance mécanique. Moteurs qui lâchaient sur les pistes russes, boîtes de vitesse cassées sans pièces de rechange, réservoirs vides faute de camions ravitailleurs à la hauteur. Les chevaux ne suivaient plus. Ils crevaient plus vite qu'on ne pouvait les remplacer. Les camions tombaient en panne plus vite qu'on ne pouvait les réparer. Les lignes logistiques s'étendèrent sur des centaines de kilomètres, à travers un pays aux routes rares et aux ponts incapables de porter du lourd matériel. Les soldats du front commençaient à crever de faim. Les tanks restaient pigeons dans les champs, à guetter un carburant qui n'arrivait jamais. Les batteries d'artillerie rationnaient leurs obus, sans moyen d'en amener d'autres. Moscou n'était qu'à quelques kilomètres.
Les éclaireurs allemands apercevaient un peu les flèches du Kremlin à la lunette, mais des kilomètres sans essence équivalaient à des années-lumière. La Wehrmacht agonisait par manque de logistique, tandis que l'Allemagne peinait à maintenir ses chevaux en vie et ses chars en marche. Un prodige se déroulait de l'autre côté de l'Atlantique. Les États-Unis ne se contentaient pas de surpasser l'Allemagne en production. Ils l'inondaient sous une avalanche de matériel qui laisse pantois encore aujourd'hui. Les usines américaines assemblèrent environ 2,4 millions de camions militaires durant la guerre. Parmi eux, quelques 812 000 relevaient de la catégorie cruciale des 2,5 tonnes, la colonne vertébrale de la logistique. Le fleuron de cette flotte était le GMC, CCW, surnommé tendrement le Deuce and a Half. L'origine de cette appellation en dit long sur la mentalité militaire américaine. Chaque lettre avait un sens précis. Le C indiquait une conception de 1941. Le second C signalait une cabine classique. Le K marquait la transmission intégrale. Le WC évoquait les essieux arrière jumelés pour une meilleure charge. Simple, rationnel, standardisé. Voilà l'approche américaine de la guerre. GMC en fabriqua environ 528 000 exemplaires entre 1941 et 1945, incluant la variante amphibie DUKW et les modèles dérivés. Le total dépassa 560 000 véhicules issus de la même chaîne. Ce camion tirait 91,5 chevaux vapeur de son 6 cylindres en ligne. Il offrait une propulsion 6x6 pour le tout-terrain. Son autonomie atteignait 240 000 avec un plein. Il existait en plus de 50 versions. Transporteur, citerne à carburant, porte-eau, atelier roulant, ambulance, camion de pompiers, véhicule de commandement. Tout ce dont l'armée avait besoin, le Deuce and a Half, le devenait sur le même châssis, même moteur, même boîte, juste du matériel différent vissé dessus. Studebaker fournit encore 219 882 camions US-6, dont environ 152 000 expédiés directement à l'Union soviétique via le pré-bail. Les Soviétiques les adoraient. Fiables par grand froid, réparables avec des outils simples. Ils continuaient à rouler quand les véhicules allemands capturés gelaient en surplace. Les Jeeps Ford, GPW et Willys M portèrent le total à 640 000 à 650 000 unités supplémentaires. Chaque pièce Ford s'interchangeait avec chaque pièce Willys. Usines différentes, logo d'entreprises distinctes, composants parfaitement identiques. Un mécanicien en France pouvait démonter un Ford accidenté et employer toutes ses pièces pour réparer une Jeep Willys sans consulter une seule fiche technique. Au total, les usines américaines ont fabriqué 2 382 311 véhicules militaires à carrosserie souple. L'Axe, au complet, Allemagne, Italie et Japon réunis, n'en a produit que 48 092. Un rapport de près de 6, pour un rien que pour les camions. Mais les chiffres bruts ne racontent qu'une partie de l'histoire. Le vrai génie américain ne résidait pas seulement dans le volume de production. Il tenait à une standardisation inégalée par aucune autre nation. Les États-Unis ont structuré toute leur production de véhicules militaires autour de 5 classes de châssis normalisés. Chaque composant d'une classe était conçu pour une interchangeabilité totale. Une pompe à carburant
sorti des chaînes de Ford à Michigan, s'insérait parfaitement dans un véhicule assemblé par GMC en Indiana ou par Studebaker en Ohio. Les motifs de boulons étaient les mêmes. Les supports de fixation identiques. Les connecteurs électriques conformes à l'identique. Si une Jeep Willys tombait en panne en France, le mécanicien se rendait au Ford GPW le plus proche, prélevait la pièce requise. Tout s'ajustait sans ajustement, sans usinage. On ôtait l'ancienne, on posait la nouvelle, on repartait. L'Allemagne a adopté l'approche inverse, et cela lui a coûté la guerre. Avant le conflit, la Wehrmacht utilisait déjà 114 modèles de camions et 52 types de voitures. Un cauchemar logistique pur. Le programme Shell de 1938 visait à rationaliser ce désordre en imposant des designs standards. Mais la réalité du terrain a aggravé les choses. À mesure que la Wehrmacht conquérait l'Europe, elle intégrait les véhicules capturés de chaque pays vaincu. Camions français, tchèques, polonais, hollandais, belges, britanniques saisis à Dunkerque, soviétiques pris lors des premiers mois de Barbarossa, chacun avec ses pièces spécifiques, ses besoins d'entretien distincts, ses carburants adaptés, ses tailles de pneus variées, ses systèmes électriques propres. Selon certaines évaluations, l'armée allemande a géré environ 2000 types de véhicules distincts au cours de la guerre. 2000 machines différentes, chacune exigeant des pièces de rechange fabriquées dans une unique usine, quelque part en Europe occupée. 60% des besoins de transport allemands étaient couverts par des véhicules civils réquisitionnés ou du matériel ennemi capturé. Un parc automobile allemand en 1943 pouvait regrouper des engins de 12 nations différentes, chacun réclamant des outils spécifiques, des procédures adaptées, des composants uniques. Imaginez un mécanicien allemand en Russie pendant l'hiver 1942. Vous avez un camion français avec un démarreur HS. Les pièces de remplacement viennent de Lyon. Lyon est à 1500 km. La voie ferrée est pulvérisée. Impossible d'obtenir la pièce. Le camion reste là jusqu'au printemps. Au printemps, vous êtes mort ou prisonnier. Le camion passe aux Soviétiques. Ce désordre n'était pas un simple désagrément. C'était une catastrophe stratégique qui scellait la défaite allemande. Quand Erwin Rommel débarqua en Afrique du Nord en février 1941, il formula l'une des remarques les plus célèbres de la guerre. « La bataille est menée et gagnée par les intendants, avant que les tirs ne commencent », écrivit-il. Le renard du désert, commandant légendaire des Panzers, savait que ces campagnes se joueraient non sur le champ de bataille, mais dans les dépôts de ravitaillement. Dans un autre message au haut commandement allemand, il nota simplement qu'une pénurie d'essence suffisait à stopper net toute offensive. L'Afrique Korps affrontait dès le premier jour une équation insoluble. Une division motorisée allemande nécessitait environ 350 tonnes de ravitaillement quotidien pour soutenir les opérations de combat. Cela couvrait carburant, munitions, nourriture, eau, pièces détachées et tous les besoins matériels d'une unité moderne. Les navires italiens traversant la Méditerranée livraient en moyenne 72 000 tonnes par mois au pic des opérations mi-1942. Ce tonnage devait approvisionner à la fois les forces italiennes et le contingent allemand, et une bonne partie ne touchait jamais terre.
Les sous-marins britanniques patrouillaient les routes maritimes. Les avions britanniques pilonnaient les convois. Le renseignement britannique, boosté par les décryptages ultra, connaissait les dates et itinéraires des départs. Pour chaque tonne déchargée à Tripoli ou Benghazi, une autre gisait au fond de la Méditerranée. Rommel mit au jour une ironie cruelle qui le poursuivit tout au long de la campagne. Le carburant qui arrivait devait être acheminé des ports aux lignes de front, à 300 km, 400 km, parfois plus. Ce transport consommait du carburant. Les camions brûlèrent de l'essence pour en acheminer. Selon certains calculs, Rommel engloutissait jusqu'à 50% du carburant livré rien qu'à convoyer le reste jusqu'à ses chars. Chaque kilomètre avancé allongeait les lignes d'approvisionnement. Chaque victoire éloignait un peu plus les ports. Chaque assaut réussi le rapprochait de l'effondrement logistique. Les chiffres étaient impitoyables, inéluctables. Rommel pouvait remporter des batailles. Il pouvait anéantir les unités blindées britanniques. Il pouvait semer la terreur chez ses adversaires grâce à son génie tactique, mais il ne pouvait vaincre les taux de consommation de carburant. Il n'était pas capable de faire surgir du pétrole, du sable du désert. Lors de la première bataille d'El Alamein en juillet 1942, IAXAML n'arriva qu'avec à peine 55 chars allemands en état de marche. À ajouter aux blindés italiens, cela faisait au total une centaine de tanks. Non pas que les Britanniques aient détruit son armement, mais parce qu'il manquait de combustible pour en faire rouler davantage. Les autres restaient immobilisés dans les dépôts de maintenance, en attendant un essence qui ne venait jamais. À la seconde bataille d'El Alamein, en octobre et novembre, les troupes de Ramle disposaient de carburant suffisant pour à peine 3 jours de combats intenses. Bernard Montgomery en avait conscience. Les services de renseignement britanniques l'avaient renseigné sur les stocks allemands. Il n'avait pas besoin de triompher de RML par un coup de maître tactique. Il lui suffisait d'attendre que les calculs s'épuisent. La guerre du désert ne se joua pas sur le brillant commandement, les armes supérieures ou l'héroïsme. Elle fut décidée par des navires qui n'arrivèrent jamais et des jauges de carburant au plus bas. Rommel était condamné avant même le début des hostilités. Le fossé entre l'échec allemand et le triomphe américain s'élargit encore lors de la percée de Normandie. L'opération Cobra fut lancée le 25 juillet 1944. 1500 bombardiers lourds américains larguèrent plus de 3300 tonnes d'explosifs sur les positions allemandes près de Saint-Lô. Ce fut le bombardement aérien le plus massif jamais réalisé en appui des forces terrestres. L'armée allemande en Normandie fut brisée. Des divisions Panzer qui avaient tenu des semaines durant se retrouvèrent soudain menacées d'encerclement. Adolf Hitler ordonna une contre-attaque vers Mortain, convaincu que les blindés allemands pourraient couper les colonnes avancées de Patton. L'assaut démarra le 7 août, avec tout ce que les Allemands purent rassembler. Cela se résuma à 75 Panzer IV, 70 Panther et 32 canons automoteurs. Moins de 200 véhicules blindés pour une opération censée sauver la position allemande en France. L'échec survint en quelques heures. La puissance aérienne américaine pulvérisa des dizaines de tanks. Les survivants s'épuisèrent en carburant. Le 8 août, la contre-attaque était terminée.
Le résultat fut la poche de falaise. Du 12 au 21 août, les forces américaines, britanniques, canadiennes et polonaises encerclèrent la 7e armée allemande et la 5e armée Panzer. La poche se referma. Le massacre s'ensuivit. À la fin, environ 10 000 soldats allemands gisaient morts dans les champs de Normandie. 50 000 autres s'étaient rendus. 500 tanks et véhicules blindés étaient détruits ou abandonnés. L'armée allemande à l'ouest n'existait plus comme force de combat cohérente. Le général Heinrich Ebbach, commandant de la 5e armée Panzer, fut capturé dans la poche. Lors de son interrogatoire, il aurait déclaré que les pertes de chars dues au manque de carburant excédaient celles causées par l'ensemble des armes ennemies. Pas les bombes, pas les obus, pas les canons antichars, le carburant. Le 6 juin 1944, jour J, la plus grande invasion amphibie de l'histoire humaine. Dans les 27 premiers jours après les débarquements de Normandie, les Alliés déchargèrent 1 million de soldats, 566 648 tonnes de ravitaillement et 171 532 véhicules. Songez à ces chiffres. 1 million d'hommes traversèrent la Manche et s'établirent sur des côtes hostiles en moins d'1 mois. Près de 500 000 tonnes de matériel les suivirent. 170 000 véhicules déferlèrent des plages vers l'intérieur des terres françaises. L'ampleur de cette prouesse logistique défie presque l'imagination. Aucune armée n'avait jamais déplacé autant de matériel sur une telle distance en si peu de temps. Cela fut rendu possible par des navires qui n'existaient quasiment pas 3 ans plus tôt. Le programme des Liberty Ships figure parmi les plus grands miracles industriels du XXe siècle. Quand le président Franklin Roosevelt réclama une flotte massive de cargos, les chantiers navals américains manquaient de capacité. Les méthodes traditionnelles de construction étaient lentes et exigeaient beaucoup de main-d'œuvre. Un cargo pouvait prendre 1 an ou plus à achever. L'industriel Henry Kaiser bouleversa tout. Il introduisit les techniques de chaîne de montage dans la construction navale. Les pièces étaient préfabriquées dans des usines à travers le pays et acheminées au chantier pour assemblage final. La soudure remplaça le rivetage. Les designs standardisés supplantèrent les constructions sur mesure. Des équipes travaillèrent jour et nuit sans relâche. Les chantiers américains produisirent ainsi 2710 Liberty Ships avant la fin de la guerre. Fin 1943, un Liberty Ship était achevé en moyenne en 42 jours. On jugeait cela lent. Le record fut établi par le SS Robert et Peary. 4 jours, 15 heures et 29 minutes du début de la quille au lancement. Moins d'1 semaine pour un navire entier. Au pic de production, les chantiers lançaient 3 Liberty Ships par jour. En novembre 1943 seulement, 128 navires glissèrent des cales. Chacun capable de transporter environ 10 000 tonnes de fret à travers l'Atlantique, chacun formant un maillon supplémentaire dans la chaîne d'approvisionnement reliant les usines américaines aux champs de bataille européens. Chacun ajoutant une goutte à l'océan de matériel déversé vers l'Europe et le Pacifique. Mais débarquer les approvisionnements sur les plages n'était que le début des difficultés. Il fallait encore les acheminer jusqu'au front
et ce front avançait vers l'est, à une vitesse fulgurante. Le 25 août 1944, Paris fut libéré. La troisième armée du général George Patton filait déjà vers l'est, risquant de distancer ses propres lignes de ravitaillement. L'offensive alliée avait dépassé toutes les prévisions. Cela boostait le moral à bloc. Mais pour la logistique, c'était une catastrophe. Les ponts sur la rivière Seine étaient détruits. Le réseau ferroviaire français était en ruine après des années de bombardements alliés et de sabotages allemands. Le port de Cherbourg était encore en cours de déminage après les pièges allemands. Les immenses installations portuaires de La Have et d'Anvers restaient aux mains des Allemands. Les commandants alliés se retrouvaient face à une crise qui menaçait de bloquer net toute l'avancée. Les armées manquaient de munitions. Ces munitions s'entassaient encore sur les plages de Normandie, à plus de 300 miles des chars qui combattaient. Il fallait agir vite et sans tarder. Lors d'une session de planification de 36 heures entrée dans la légende de la logistique militaire, le lieutenant-colonel Loren Hayes et le major Gordon K. Grall imaginèrent une opération inédite. Le brigadier général Wirt J. Planck leur donna carte blanche pour la lancer. Ils la baptisèrent Red Ball Express. Le principe était simple sur le papier, vertigineux dans les faits. Réquisitionner tous les camions disponibles dans le secteur. Mettre en place un système autoroutier dédié à sens unique, avec des itinéraires séparés pour les véhicules chargés et les vides. Faire rouler les convois non-stop, jour et nuit. Ne rien laisser entraver le flux vers le front. 2 axes parallèles furent tracés. L'un pour les camions bourrés de ravitaillement allant au front, l'autre pour ceux rentrant vides vers les plages. La police militaire surveillait chaque carrefour. Aucun trafic civil n'était toléré. Aucune circulation transversale autorisée. Les routes appartenaient au Red Bull. Du 25 août au 16 novembre 1944, le Red Bull Express fonctionna 82 jours d'affilée sans relâche. À son apogée, 132 compagnies de camions, soit environ 6000 véhicules, sillonnaient les trajets. Les routes ne désemplissaient jamais. Jour et nuit, les convois avançaient. Le 29 août seul, jour record de l'opération, le Red Bull achemina 12 342 tonnes de matériel en une journée. Plus que ce qu'une armée de groupes allemande recevait en un mois de campagne en Russie. Sur toute sa durée, le Red Bull Express transporta 412 193 tonnes de fret, soit une moyenne de plus de 5000 tonnes par jour. Le kilométrage total cumulé par tous les véhicules s'élève à environ 122 millions de tonnes-miles. Les chauffeurs qui rendirent cela possible étaient des as. Près de 23 000 soldats servaient comme conducteurs et manutentionnaires sur le Red Bull Express. Environ 73 à 75% d'entre eux étaient afro-américains, intégrés dans des unités de transport ségrégées qui restèrent pour méconnus pendant des décennies après la guerre. Ces hommes enchaînaient des quarts de 36 heures ou plus sans dormir. Ils poussaient leurs camions bien au-delà des vitesses à limite, conscients que des J.A.H. attendaient des obus, de l'essence, de la nourriture plus loin. Ils pionçaient dans leurs cabines quand possible. Ils grignotaient des rations froides en roulant. Ils combattaient la fatigue, car l'autre option laissait leurs frères d'armes sans rien. Les camions eux-mêmes engloutissaient
300 000 gallons de carburant par jour, rien que pour les trajets. Ils tombaient en panne sans cesse. Les pneus éclataient sur les routes défoncées. Les moteurs surchauffaient. Les boîtes de vitesse lâchaient. Des véhicules entiers étaient dégagés sur le bas-côté et démontés pour pièces afin que d'autres continuent. Mais il y en avait toujours d'autres. La machine industrielle américaine produisait des camions plus vite que la guerre ne les détruisait et du carburant plus vite que les camions ne le consommaient. St. Triton. Pour chaque camion en rade, 2 débarquaient des navires en Normandie. Pour chaque gallon brûlé en route, 10 arrivaient au port. Les chiffres penchaient du côté américain. Pour la première fois dans ce conflit, la logistique devenait une arme décisive. George Patton, peu porté sur les discours larmoyants, résuma les choses sans détour à son état-major. Mes hommes peuvent bouffer leur ceinture, mais mes tanks ont besoin d'essence. Le Red Bull Express lui fournit cette essence, lui donna des obus, lui procura tout ce qu'il fallait pour propulser la Third Army vers l'Est. Le Red Bull n'était pas isolé. À mesure que la campagne avançait, d'autres opérations logistiques s'ajoutèrent. Le White Ball Express relia l'Havre à Paris une fois le port libéré. Le Green Diamond Route desservit les Ardennes. L'ABC Express fila vers le nord pour les Britanniques et Canadiens. Le Lyons Express ravitailla spécifiquement Patton. Chacune s'inspira des leçons du Red Ball. Chacune propulsa plus de matériel plus loin. Quand Anvers s'ouvrit enfin fin novembre 1944, la crise s'atténua, mais le modèle était validé. La logistique américaine pouvait entretenir des armées à travers des continents. Rien de tel n'avait jamais été tenté auparavant. Rien de tel n'avait jamais connu un tel succès total. Tandis que les camions américains roulaient en flux incessant à travers la France, la capacité allemande à produire du carburant était méthodiquement anéantie depuis les airs. En 1944, l'Allemagne avait érigé 25 usines de carburant synthétique disséminées à travers le Reich. Ces installations transformaient le charbon en essence via un procédé industriel sophistiqué. Ensemble, elles pouvaient fabriquer environ 124 000 barils de pétrole par jour. Ce carburant synthétique représentait plus de 50% de la production pétrolière totale allemande. Plus crucial encore, il couvrait 92% de la production d'essence pour l'aviation allemande. Sans ces usines, la Luftwaffe ne pouvait plus décoller. Ses pilotes ne pouvaient plus s'entraîner. Ses avions ne pouvaient plus protéger les cieux du Reich. Le 12 mai 1944, l'US Army Air Force lança une offensive coordonnée contre la production de carburant synthétique allemand. 800 bombardiers lourds frappèrent en pont des cibles partout en Allemagne en une seule journée. Albert Speer, ministre du Reich à l'armement et chargé de maintenir en marche la machine de guerre allemande, se remémora plus tard sa réaction en apprenant les raids. « L'ennemi nous a frappés en plein point faible », confia-t-il à Adolf Hitler. « S'il persiste, nous n'aurons bientôt plus aucune production de carburant digne de ce nom. » L'ennemi persista bel et bien. La campagne de bombardement contre les sites de carburant allemands devint l'une des opérations stratégiques les plus prolongées de la guerre. Semaine après semaine, mois après mois, les bombardiers américains revenaient marteler les mêmes objectifs. Les Allemands réparaient.
Les Américains bombardaient de nouveau. Les Allemands réparaient encore. Les Américains frappaient à nouveau. Peu à peu, inéluctablement, la production de carburant allemande s'effondra. En avril 1944, la production d'essence aviation atteignait 175 000 tonnes métriques par mois. En juillet, après 2 mois d'assauts incessants, elle n'était plus que de 30 000 tonnes. En septembre, elle tomba à 5 000. En février 1945, elle se limitait à 1 000 tonnes mensuelles. Au printemps, elle avait virtuellement stoppé. La Luftwaffe disposait de pilotes. Elle avait des appareils alignés sur les pistes à travers l'Allemagne. Elle avait des munitions entassées dans les hangars. Mais elle manquait de carburant pour former de nouveaux pilotes ou mener des missions de combat. Les chasseurs allemands, capables de défier la suprématie aérienne alliée, restaient inutiles dans leur zone de dispersion, leurs réservoirs vides. Les jeunes pilotes étaient jetés dans la bataille avec une poignée d'heures de vol, faute de carburant pour un entraînement décent. Ils périssaient par milliers face à des as alliés chevronnés. Les rares vétérans survivants ne valaient pas assez pour peser dans la balance. Les champs pétrolifères de Pesti en Roumanie avaient fourni environ un tiers des approvisionnements pétroliers totaux allemands avant le début des bombardements. La campagne américaine contre Pesti débuta avec l'opération Tidal Wave, le 1er août 1943. 178 bombardiers. B-24 Liberator furent envoyés en mission. 177 atteignirent Eifbisar-Lörsebel dans l'une des opérations aériennes les plus coûteuses de la guerre. 53 appareils furent perdus. 5 médailles d'honneur furent décernées pour cette mission unique, plus que pour toute autre opération aérienne américaine de la guerre entière. L'assaut initial endommagea Pesti sans la détruire. Les Allemands remirent les raffineries en état. La production reprit, si bien que les Américains revinrent à la charge. La campagne soutenue de 1944 contre Pesti mobilisa des milliers de sorties sur plusieurs mois. En août, la production pétrolière roumaine avait chuté de 80% par rapport au niveau d'avant-guerre. Puis, le 23 août 1944, le roi Michel de Roumanie orchestra un coup d'État contre le gouvernement pro-allemand d'Ion Antonescu. La Roumanie changea de camp du jour au lendemain. Les troupes soviétiques entrèrent sans résistance. Pesti fut perdu pour l'Allemagne à jamais. Le pétrole qui avait alimenté les campagnes de la Wehrmacht à travers l'Europe avait disparu. Il ne reviendrait jamais. Adolphe Galland, commandant des forces de chasse allemandes et l'un des leaders les plus estimés de la Luftwaffe, livra son propre verdict après la guerre. La campagne sur le pétrole, expliqua-t-il aux interrogateurs alliés, fut le facteur décisif parmi tous ceux qui provoquèrent l'effondrement de l'Allemagne. Ni les batailles terrestres, ni les assauts d'infanterie, ni les bombardements stratégiques des villes, mais la destruction de la production de carburant. L'Allemagne mourut parce qu'elle ne pouvait plus bouger. Les soldats allemands, durant la dernière année de guerre, vivaient sous le joug permanent de leur cauchemar logistique. Les camions promis n'arrivaient jamais. Les chars parvenaient au front, mais restaient immobiles des jours durant, dans l'attente d'un carburant bombardé, avant même de quitter la raffinerie. Les batteries d'artillerie rationnèrent et les obus, sans garantie d'en recevoir d'autres.
Pendant ce temps, les GI américains râlaient contre les rations Co. Ils pestaient contre la pluie. Ils écrivaient chez eux pour réclamer des cigarettes et des BD. Ils ne s'inquiétaient pas de savoir si leur tank aurait du carburant le lendemain, car il y en avait toujours. Il y avait toujours des munitions. Il y avait toujours à manger. Il y avait toujours de tout. Voilà ce qui scella le sort de la guerre. Pas le courage, pas l'entraînement, pas les armes, mais les approvisionnements. L'Union soviétique ne menait pas le combat en solitaire. Dès les premiers mois du conflit, l'industrie américaine expédiait du matériel vers l'Est. Dans le cadre du programme Pré-Baille, les États-Unis ont livré 427 284 camions à l'Union soviétique. Les usines soviétiques n'en ont fabriqué qu'environ 205 000 au cours de toute la guerre. En 1945, près d'un tiers de tous les camions de l'armée rouge étant des Studebakers et des GMC, fabriqués en Amérique. Mais les envois ne se limitaient pas aux camions. L'Amérique a fourni près de 2000 locomotives à vapeur et plus de 11 000 wagons de chemin de fer. Ces équipements maintenaient les lignes d'approvisionnement soviétiques opérationnelles sur les immenses étendues du front de l'Est. Lorsque les usines soviétiques ne parvenaient pas à produire suffisamment de matériel roulant, les usines américaines comblaient le déficit. L'Amérique a expédié 2 670 371 tonnes de produits pétroliers, dont 57,8% de tout le carburant d'aviation utilisé par les appareils soviétiques pendant la guerre. Plus de la moitié de l'essence qui propulsait les chasseurs et bombardiers soviétiques provenait des raffineries américaines. Joseph Staline aurait reconnu en privé, au cours de la guerre, l'aide américaine. Sans les machines reçues via le pré-bail, déclara-t-il à plusieurs reprises, nous aurions perdu la guerre. Staline n'était guère enclin à la gratitude. Il ne versait pas dans l'exagération. C'était la déclaration la plus proche qu'il ait jamais faite d'admettre que l'Union soviétique n'aurait pas pu triompher seule. Les camions américains ont permis aux offensives soviétiques d'avancer de 350 km au-delà de leur tête de rail. Des opérations qui eussent été matériellement impossibles avec un transport hippomobile. La rapidité qui a permis à l'armée russe d'encercler les forces allemandes à Stalingrad, à Kursk et sur une centaine d'autres champs de bataille reposait sur des roues américaines. L'acte final de cette histoire s'est déroulé dans les Ardennes, là où tout a commencé. La dernière offensive d'Hitler reposait entièrement sur la capture de carburant allié. Les réserves allemandes, à peine plus de 4 millions de gallons, ne pouvaient soutenir les opérations que 5 ou 6 jours de combats intenses. Tous les calculs tablèrent sur la prise intacte des dépôts de carburant américains par la Wehrmacht. Sans ces captures, l'offensive était mathématiquement irréalisable. Le Kampfgruppe Peiper formait la pointe de la lance. Il a pris 16 heures de retard à cause des chariots d'artillerie hippomobiles obstruant les routes étroites. Au village de Bullengan, les hommes de Peiper ont saisi un petit dépôt de carburant américain, environ 50 000 gallons. C'était quelque chose, mais loin d'être suffisant pour atteindre Anvers. Puis vint Stavelot et son dépôt de 3 millions de gallons que Peiper n'a jamais découvert, si proche
qu'il aurait presque pu sentir l'essence. Mais des soldats américains ont évacué l'équivalent de 600 camions de carburant pendant que les hommes de Paper hésitaient au pont. Ce qui n'a pas pu être déplacé a été incendié. Un mur de flammes bloquait la route vers l'ouest. La 2e division Panzer a progressé plus loin que toute autre unité allemande durant l'offensive. Le 24 décembre, elle se trouvait à 3000 de la rivière Meuse, l'objectif stratégique qui aurait pu tout changer. Puis, ces chars se sont arrêtés. Pas à cause de dommages de combat ni d'obus américains, mais de réservoirs vides. Les équipages ont détruit ce qu'ils pouvaient et se sont repliés à pied dans la neige. Pendant ce temps, la riposte alliée illustrait tout ce que la logistique allemande ne pouvait égaler. À la veille de Noël, 8 jours seulement après le début de l'offensive allemande, les forces alliées dans les Ardennes avaient gonflé à environ 1 demi-million d'hommes. Patton avait pivoté 3 divisions entières de 90 degrés et les avait fait marcher vers le nord en quelques jours. De l'infanterie fraîche affluait de toute la France. Les routes en arrière des lignes américaines étaient encombrées de convois. Des camions transportant carburant, munitions, nourriture et ravitaillement médical. Le Red Ball Express avait tracé la voie. D'autres opérations logistiques comblèrent les brèches. La machine de guerre, qui avait écrasé tout sur son passage de Normandie au Rhin, s'est réorientée vers le nord sans faiblir. Le général Heinrich Ebbach, capturé après la poche de falaise en août, avait livré une observation sinistre qui s'appliquait aussi aux Ardennes. Les pertes de chars dues à la pénurie de carburant, aurait-il dit, excédaient celles causées par l'ensemble des armes ennemies. La bataille des Ardennes a échoué non par manque de courage chez les soldats allemands ou de puissance de feu chez leurs chars. Elle a capoté parce que la Wehrmacht roulait à la traction chevaline et à l'espoir, tandis que les Alliés disposaient de 2,4 millions de camions et d'un océan de pétrole. La leçon des logistiques de la Seconde Guerre mondiale résonne dans tous les conflits ultérieurs. Les États-Unis n'ont pas gagné en fabriquant de meilleurs chars. Le Sherman était correct, mais pas exceptionnel. Il était inférieur au Tiger allemand au combat direct. Les avions américains étaient performants, mais pas toujours supérieurs. Le Mustang était excellent. Le B-17 était robuste. Aucun n'était une arme miracle. Ce que l'Amérique construisait mieux que quiconque, c'était les camions, les chaînes d'approvisionnement, les dépôts de carburant, les wagons de chemin de fer, les Liberty Ships, toute l'infrastructure invisible qui transforme une armée en une force capable d'opérations prolongées à travers continents et océans. L'Allemagne forgeait des armes magnifiques. Le char Tiger était un chef-d'œuvre d'ingénierie qui terrorisait les tankistes alliés. Le Messerschmitt 262 fut le premier chasseur à réaction opérationnelle, bien en avance sur son époque. La fusée MES-2 incarnait une vision futuriste qui propulserait plus tard l'humanité vers la Lune. Pourtant, aucune de ces armes miracles ne pouvait altérer l'équilibre fondamental de la guerre industrielle. On ne fait pas avancer un Tiger sans carburant. On ne décolle pas avec un jet sans essence d'aviation. On ne tire pas de roquettes sans une base industrielle capable d'en fabriquer en masse. La Wehrmacht, qui déferla sur la Pologne en septembre 1939, vivait déjà à crédit. Chaque triomphe allongeait des lignes d'approvisionnement intenables.
Chaque conquête gonflait un parc de véhicules impossible à entretenir. Chaque kilomètre gagné rapprochait les chevaux et les colonnes de Panzer de l'instant où les chiffres scelleraient ce que les combats n'avaient un peu échauffé. Au bout du compte, la Seconde Guerre mondiale se joua dans les usines de Détroit, les chantiers navals de Californie, les gisements pétroliers du Texas et de Pennsylvanie. Elle se décida par des camionneurs qui roulaient 36 heures d'affilée sans dormir, des officiers logistiques qui jonglaient avec les tonnes-kilomètres et les plannings de chargement. Elle se résuma à cette réalité implacable. Une armée sans essence n'est plus une armée, juste un tas de statuts hors de prix. Le général Dwight D. Eisenhower l'avait saisi dès le départ. Et c'est pourquoi il veilla à ce que les camions ne cessent jamais leur balai. 80 ans après, les armées du monde entier dispensent encore cette leçon. Les historiens dissèquent tactique, stratégie et chefs de guerre, mais les experts savent où est la vérité. La victoire s'est forgée sur les routes reliant la Normandie au Rhin. Par des anonymes, dont nul ne connaît le nom, au volant de camions sans panache, transportant des munitions qui n'ont jamais tiré. Les panzers allemands qui frôlèrent la rivière Meuse à 3 miles près, en décembre 1944, symbolisent ce qui aurait pu basculer l'histoire, si proche de fendre les rangs alliés, si proche d'un succès qui aurait étiré le conflit de mois, voire d'années. Ils s'immobilisèrent, non par infériorité au combat. Leurs chars étaient en paille sec. Et quelque part, en arrière des lignes américaines, une nouvelle file de J-62½ avançait déjà, gorgée d'essence, de munitions, de vivres, de médicaments, de pièces détachées et de tout ce qu'il faut pour remporter une guerre. Les camions, eux, n'ont jamais flanché, ils n'en ont jamais eu besoin.